Donc là, je vous ai mis, c'est un site qui est pas mal, qui permet de voir à l'instant T les quantités de Bitcoin qui sont achetées par les différents ETF spot. Donc on retrouve l'anciennement Grayscale avec avec le GBTC pour les institutionnels, mais globalement aujourd'hui ils vendent en fait parce qu'ils sont plus compétitifs. Et puis aujourd'hui, là où le marché se passe, c'est clairement sur les ETF spot et pas sur Grayscale. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait, là je vais zoomer un petit peu sur, sur l'image. Là, en fait, en jaune, vous avez le prix du Bitcoin. Et en bleu, les barres en bleu, c'est les détentions, le nombre de Bitcoin détenus par Grayscale au fur et à mesure du temps. Vous voyez qu'en fait, Grayscale, depuis le début du mois de janvier, en fait, a fait que vendre ses GBTC et vendre ses Bitcoins en fait, qu'il avait sur son portefeuille. Et malgré ça, on a eu en fait une augmentation super importante du Bitcoin. Parce que, en partie, les ETF spot, donc de chez BlackRock, Fidelity, Bitwise, Van Eck, Valkyrie, etc., ont apporté une puissance acheteuse nettement plus importante que la puissance vendeuse en fait qui était présentée par le GBTC. Pour vous donner une indication, depuis le mois de janvier, on a un nombre de bitcoins qui sont émis chaque jour avant le halving, donc c'est toujours le cas aujourd'hui, à 900 bitcoins par jour. Après le halving qui va arriver là exactement dans un peu moins de 3 jours, dans 2 jours et 12 heures, on va diviser par 2. Donc on passera à 3,125. Voilà, on était à c'est ça. 6,250 et donc globalement, si on est à 900 BTC par jour, on va descendre à 450. Exactement. Nouveau BTC, on parle bien. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que si on prend en compte les 900 bitcoins qui sont à l'heure actuelle encore émis chaque jour par les nouveaux mineurs pour sécuriser le réseau, en moyenne, depuis le mois de janvier, sur les ETF, on a un achat entre 11 et 12 000 bitcoins par jour. La puissance acheteuse sur les ETF était en moyenne de ça, entre 10 000 et 11 000. Et ça, c'est sans compter l'achat des retails en classique sur Kraken et tout ce qui est à côté. Là, en fait, c'est en prenant en compte que la puissance acheteuse qui a été insufflée par la mise en place des ETF. D'ailleurs, pour ça qu'on a eu cette progression du jamais vu sur le Bitcoin sur une période de pré-halving, et ce qui présage aussi du meilleur pour la suite. En plus, ce qu'on peut attendre, c'est éventuellement l'approval d'un ETF sur l'Ether. Et là, on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais si jamais on a une autorisation et la mise en place d'un ETF spot sur de l'Ether, en général, l'Ether, c'est quand même c'est un indicateur super intéressant. Si l'Ether fonctionne très très bien, il y a un super bull run, en général, il y a une alt season qui est géniale. Donc, si on a l'approval d'un ETF même plusieurs ETF sur l'Ether, ça pourra ajouter une cadence super intéressante sur l'Ether sur le bull run. Et après, avec les vagues successives que je vous avais déjà présentées, je vais vous remontrer rapidement le graphique que je vous avais montré sur les précédents surtout lives. que le flow d'argent va être important. Et aujourd'hui, si on avait un ETF spot sur l'Ether, déjà, ça lèverait potentiellement les allégations de la SEC sur l'Ether. Le côté Et securities. également, en tant que securities, et bien sûr. Et surtout, là, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, ils ont repoussé ces éléments-là. Après, je pense que la pression financière va faire accélérer un peu les choses. Ouais, ouais. Mais du coup, tout ça pour dire que si en gros, on sait que ça fonctionne par vague, quand il y a de l'argent qui a été fait sur le Bitcoin, ça va sur l'Ether, ensuite ça va sur les large caps, et ensuite ça va sur la alt season. Et ça arrive relativement tard dans le cycle. Et en fonction de vos différents niveaux de coins, des coins de cycle 1, des coins de cycle 3, avec des anciens ou des nouveaux schémas narratifs, vous allez avoir des ROI soit de plus en plus faibles en fonction de où est-ce que vous allez vous situer, et des risques de plus en plus importants. Plus vous allez être sur des coins récents avec des nouveaux schémas narratifs, plus avec des coins avec des super ROI, et qui vont pumper très tôt dans le cycle, mais parce que en général, vous prenez des risques beaucoup plus élevés, parce que vous n'avez pas de retour en fait sur ce qui va se passer sur ces cryptos-là. Vous n'avez pas d'historique, et en général, c'est là où il va y avoir le plus de risques. Mais globalement, si on a l'arrivée d'un ETF Ether sur ce bull run, ce qui pour moi risque d'arriver, et je l'espère, si jamais ça arrive, là, ça sera golden en fait pour la alt season. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, en fait, on a aujourd'hui une puissance acheteuse qui est super importante, que l'euphorie qu'on avait eue sur les mois précédents, et surtout quand on commence à avoir des mêmes coins qui pop un peu de partout, souvent c'est un signe de surchauffe à un moment donné. Et ce signe de surchauffe ne veut pas dire que c'est la fin du bull run. En tout cas, moi, ce n'est pas le scénario que je privilégie aujourd'hui.
au vu de tous les éléments que je vous avais présentés un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Mais c'est important de prendre en considération ça et de se dire que dans des périodes haussières, les périodes de baisse et les corrections qu'on a de cette manière-là et de cette ampleur, surtout sur les altcoins, c'est sain, c'est normal. Et plus ça arrive, plus on va retrouver des zones de consolidation, de support, et plus ça va durer longtemps, plus ça sera favorable et positif pour la continuité du bull run, on va dire, sur 2024 et éventuellement 2025. Et c'est pour ça qu'on vous avait évoqué avec Mickaël, quand on avait fait des lives et quand on vous présentait en fait ce genre de vidéo-là, en vous disant l'arrivée d'une baisse, une baisse à venir sur le marché crypto, c'était de dire si on continue comme ça et qu'on ne stabilise pas, vu que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel et que la crypto n'avait pas le temps de véritablement stabiliser et de créer des zones de support, peut-être qu'on serait sur un top qui serait early. Et là où beaucoup de gens penseraient que 2024 serait une super année parce que le marché aurait eu des performances super, bah peut-être que le top arriverait sur 2024 et ne continuerait pas sur 2025. C'était l'un de nos postulats. Et on s'attendait justement pour éventuellement entrevoir l'arrivée d'un bull run sur l'année 2025. On aurait aimé, et c'est ce qu'on voit en ce moment, une consolidation du cours, les altcoins qui sont oblitérés avec un Bitcoin qui va énormément baisser d'une certaine manière. Quand on dit énormément, c'est voilà, 50 000, 55 000 pour le Bitcoin, ça me semblerait sain, et que ça latéralise comme ça pour une période de plusieurs mois, pour ensuite reprendre une vague haussière sur 2024 et pourquoi pas continuer sur 2025. Mais voilà, c'est vraiment important de prendre du recul vis-à-vis de tout ça et de ne pas tomber dans les travers en vous disant, surtout dans les conformations d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on explique sur de nombreuses de nos vidéos, de ne pas partir du principe que vous serez en mesure, en bull run, de vendre ce que vous avez aujourd'hui s'il y a déjà eu une correction sur vos altcoins de 50% et que vous vous dites, je vais vendre aujourd'hui mes altcoins là à moins 50% pour essayer de les racheter plus bas, même si aujourd'hui le scénario qu'on privilégie le plus avec Mickaël, c'est de penser que ça va encore continuer de baisser parce que pour moi, la correction, elle n'est pas encore finie. Donc, il y a une probabilité que vous puissiez racheter plus bas. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que vous pensez racheter plus bas. Quand le plus bas arrive, vous vous dites, ça va descendre encore plus bas. En général, ça ne descend pas plus bas. Et paf, vous avez une bougie verte qui arrive par la suite, du 75%, 100% dans la journée qui peut se faire ressentir très rapidement, surtout quand on est dans des périodes de survente, comme ça a été le cas avec la crise sanitaire en mars 2020 ou d'autres événements comme le pivot de la Fed aussi qu'on attend. Ça peut se passer très très vite. Et c'est ça un peu le problème en crypto, enfin le problème ou l'avantage ou l'inconvénient en fonction de comment vous voyez les choses, mais c'est que le marché peut se retourner à la fois à la hausse et à la baisse très rapidement. Alors, donc si une baleine se dit tiens là c'est survendu, le RSI il est très bas, moi je veux rentrer, sur un altcoin qui a, je sais pas, 1 million de liquidités, il rentre avec du 10 millions, même 100 millions d'un coup. Alors, il le fera peut-être petit à petit, il ne va pas faire du market buy d'un coup, mais ça peut arriver. Voilà. Vous avez des baleines comme ça qui peuvent changer la dynamique du marché comme ça du jour au lendemain. Et voyez la dynamique des gens, comment elle est influencée par les bougies, quoi. Dès qu'il y a des bougies rouges, les gens vont vous dire c'est pourri, c'est la fin, ça va continuer de baisser. Quand c'est des bougies vertes, c'est tout the moon. Et nous, on a vraiment cet esprit contrarien parce que quand c'est vert, nous, on vous dit attention, soyez vigilants, il va y avoir une correction. Et à l'inverse, quand c'est rouge, nous, on vous dit là, buy the dip. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mickaël, c'est ce qu'il fait aussi. Ces Ouais, périodes-là, exactement. c'est des périodes super importantes pour recharger vos positions et limiter Et votre pour risque. accumuler. C'est le bon Exactement. moment clairement pour accumuler parce que le gros avantage d'accumuler des actifs comme ça qui valent beaucoup moins cher, c'est que vous n'allez pas forcément atteindre les mêmes rendements. Une fois qu'ils auront repris, je ne sais pas, 30, 40, 50%, là où les personnes auront acheté, bah vous serez déjà 50% en bénéfice. Et donc, pourrez potentiellement déjà commencer à vendre. Vous n'aurez pas du Mm. tout les mêmes attentes vis-à-vis du marché, ni même les mêmes objectifs. Et là, je vois Mika Tilo qui dit je pense que le marché asiatique va redresser la barre. Alors, ça fait longtemps que j'entends ça, que le marché asiatique va tout relever. C'est en partie vrai et en partie faux. Le marché asiatique, il a plein de potentiel. Et là, quand on parle de la partie Asie du Sud-Est particulièrement, où justement ils sont en train de prendre ce tournant crypto, c'est assez intéressant. Après, les particuliers ne le prennent pas tant que ça, parce qu'il y a plein de pays où justement ils ont déjà des applis totalement dématérialisées pour arriver à payer et autres. Après, il y a des places financières qui ont surtout fait le tournant. C'est là où il faut regarder. Tout ce qui est Hong Kong, Singapour, c'est là où les capitaux vont. Et eux, ce qui les intéresse, c'est les ETF. Et là, effectivement, ça commence à bouger de ce côté-là. Après, est-ce que vraiment tous les investisseurs particuliers en Asie vont se mettre à la crypto? Je pense qu'ils ont d'autres problématiques à régler avant.
Et surtout, il y a des pays où ils n'ont pas forcément trop envie d'en avoir en grande quantité. Quand on voit l'Inde qui a changé un peu sa politique dessus, la Thaïlande qui commence à s'ouvrir à ce sujet-là, au Cambodge, j'en ai jamais entendu parler. Au Vietnam, ça commence doucement dans certaines grosses villes à s'ouvrir. À Hong Kong, bah, je disais, j'en ai pas mal entendu parler. En Chine, globalement, je ne suis pas sûr que ce soit la vision actuelle de la politique de vouloir s'ouvrir complètement à la crypto, ou du moins à la crypto comme on l'entend. Et le Japon, ça fait longtemps qu'ils sont ouverts dessus, et pourtant, on n'a pas vu des capitaux massifs arriver dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je reste quand même assez frileux que de dire que le marché asiatique va tout pousser. Et moi, je voulais partager encore une chose devant mon écran. C'est vraiment super important de prendre du recul sur les événements. Et c'est pour ça que quand vous prenez du recul, globalement, regardez, on peut toujours avoir des black swans, donc des éléments imprévus et tout. Mais voilà, les baisses en fait que vous voyez si vous zoomez sur le graphique, à chaque fois vous avez le halving, il y a une baisse parce qu'il y a le buy the rumor, sell the news comme à presque 100% des cas en crypto, et ensuite on a une augmentation parabolique du Bitcoin, et après de l'argent qui va se déverser sur les alts, sur de l'Ether, les larges capitalisations, et c'est la suite que ça arrive. Là, on a une augmentation, le halving qui est là dans 2 jours. Donc on va avoir une correction, une latéralisation qui sera saine selon moi. Il faudrait que ça dure quand même un certain temps. Et puis, c'est là où, globalement, historiquement parlant, où il y a eu les meilleures performances. Par contre, attention, voilà, on peut avoir un cycle early cette fois-ci, comme tous ceux qui disaient, quand on était là sur avril 2021, on a eu le premier top, les gens se disaient, c'est bon, c'est qu'une petite correction qu'on va avoir. Il y en a eu une re-augmentation, il y en a eu une mèche qui a dépassé le précédent plus haut. Et au final, là où beaucoup de gens se disaient, c'est bon, on va au 100K, on va au 100K, parce qu'on s'attendait à la vague parabolique comme celle de 2017 sur la fin d'année 2021. Et au final, on ne l'a pas vraiment eu. On a eu un double top et ça a été fini. C'est pour ça que les cycles sont quand même, ils se ressemblent, mais il y a quand même des cas spécifiques et c'est jamais identique à 100%. Et il y aura toujours un narratif pour vous dire, cette fois-ci, ce sera différent. Cette fois-ci, ce sera différent parce qu'il y a les institutionnels. Cette fois-ci, ce sera différent parce que on a les RWA, parce qu'on a des trucs. Et je suis d'accord que sur le long terme, il y a plein de choses qui À sont chaque intéressantes. cycle, on entend ça. À chaque Exactement. cycle, il y a une Exactement. excuse pour dire ça. Il y a une excuse pour dire ça ne pourra pas descendre plus bas parce que, ou ça va descendre plus bas parce que, ou ça ne peut pas monter plus haut, ou bref, il y a toujours une bonne raison pour expliquer la situation dans laquelle on se trouve. La réalité, c'est que quand vous avez un doute, dézoomez, quoi. Franchement, dézoomez. Regardez le truc. Il y a encore des gens aujourd'hui qui arrivent à perdre de la thune sur du Bitcoin en voyant ça. Enfin, moi, j'ai du mal à le comprendre. Bah, justement, il y a dans le chat, il y a une question justement de Francis qui dit: ne pensez-vous pas que certaines personnes vendent leurs avoirs afin de pouvoir les racheter à l'approche du halving? C'est exactement ce qu'on dit en fait. Il y a plein de personnes qui vont essayer de timer le marché, mais qui vont se faire rect. Et ça, c'est unanime. À chaque fois que les personnes elles essaient de timer, elles se disent: ok, je vends maintenant, j'essaierai de racheter au plus bas, mais comme dit Thibaut, ils n'arriveront pas à timer le plus bas, donc ils rachèteront sur une bougie verte et ils vont racheter encore plus haut, où ils auront pour le même capital beaucoup moins de crypto. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui perdent de l'argent en BTC. C'est pour ça qu'il y en a plein qui perdent de manière globale dans le secteur des crypto. Ils essaient de timer, alors qu'en fait, s'ils avaient fait du DCA de manière intelligente, ils n'auraient pas ces problématiques-là.